Merci, monsieur le vice-président. Nous allons passer aux orateurs individuels. Je vais passer la parole au rapporteur Pascal Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les vice-présidents. La ferme France, vous la connaissez, 25 ou 26 millions d'hectares, 400 000 agriculteurs, une partie en conventionnel, une partie en bio. Nous sommes exportateurs en céréales, nous sommes autosuffisants en production porcine. Le reste, vous le savez, déficitaire en poulet. Une loi d'orientation, pour moi, c'est des orientations qu'on va donner par rapport à un cap. Moi, je fixe ce cap à 2050. Je pense que les agriculteurs, le monde agricole attend de la représentation nationale qu'on fixe une vision et qu'ils puissent aller jusqu'à ce cap. Quelle est votre vision de la ferme France à horizon de 2050 sur la base des indicateurs que je vous ai énoncés, tout en ne les annonçant pas tous, mais vous les connaissez. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure Nicole Lepay pour le groupe Renaissance. Merci, monsieur le président de la FNSEA, messieurs les vice-présidents, chers collègues agriculteurs. Avant de vous interroger sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole, je tenais à vous remercier, monsieur Rousseau, de votre présence la semaine dernière lors des 50 ans d'Armor-Œuf à Pontivy. Ce groupement breton, en effet, contribue grandement à notre sécurité et notre souveraineté alimentaire. La transition est toute trouvée puisque l'objectif de ce projet de loi est de déterminer un cap, celui de la souveraineté alimentaire. Ainsi, l'article 1er prévoit d'insérer dans le titre préliminaire du Code rural un nouvel article définissant ce que sont la souveraineté alimentaire et la souveraineté agricole de notre nation. Quant à l'article 2, il définit les priorités d'action publique en matière d'orientation, de formation, de recherche et d'innovation agricole. Je souhaiterais connaître l'avis de votre fédération concernant ces articles. Et ma seconde question s'adresse à M. Vol, donc vice-président de la FDSEA. L'article 3, je dirais, modifie le code rural, notamment sur les articles 811.1 et 813.1, qui sont des dispositions générales concernant l'enseignement agricole public et privé. L'enseignement agricole se voit ainsi attribuer une 6e mission, celle de mettre en œuvre toute action répondant durablement aux besoins en emploi et de garantir le développement des connaissances et les compétences en matière de transition écologique et climatique. Alors, quant à l'article 4, il crée un dispositif intitulé « Contrat territorial de consolidation » ou de création de formation, destiné à répondre aux enjeux territoriaux de renouvellement des générations d'actifs. Chaque contrat engagera l'établissement, la région, l'État bien sûr, les représentants locaux des branches professionnelles. L'objectif est d'adapter la formation aux besoins spécifiques de chaque territoire. Idem, je souhaiterais connaître votre position concernant ces deux autres articles. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. La parole à monsieur le rapporteur Pascal Lecamp pour le MoDem. Merci, monsieur le président. Donc, merci d'abord, monsieur Rousseau, pour cet exposé très clair que vous nous avez fait. On sait bien où est votre position maintenant. Le texte n'est peut-être pas complet et global, mais c'est quand même des cases, ces 19 articles, où si on travaille bien au niveau parlementaire, je pense que les amendements peuvent compléter très, très efficacement. Moi, je suis rapporteur du titre 3 sur cette loi, donc je vous interrogerai sur ce qui me concerne. D'abord, France Service Agriculture, vous en avez parlé. L'article 10 de la loi. Comment pensez-vous que le dispositif sera reçu par les agriculteurs, les sortants comme les entrants? Est-ce que ce sera un outil qui va être utilisé? Sur le droit à l'essai, quelle vision défendez-vous aujourd'hui pour étendre le bénéfice des stages et du régime de l'entraide? Modèle GAEC actuel ou plus développé? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Sur le diagnostic modulaire, j'ai entendu vos critiques, on les a lues aussi, en particulier sur l'aspect santé et qualité des sols, qui est un aspect pourtant important du dispositif. Cette donnée n'est-elle pas pertinente, en particulier dans le cadre de la transmission? Enfin, quel besoin de portage capitalistique? C'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. On en a parlé dès que vous avez pris vos fonctions, monsieur Rousseau. Identifiez-vous aujourd'hui, public comme privé, pour le renouvellement des générations? Quels sont les aspects de l'installation pour lesquels les jeunes ont le plus de difficultés à trouver des financements? Avez-vous un chiffrage global de ces besoins? Comment intégrer les filiales bancaires de la Caisse des dépôts, par exemple? Enfin, une petite question sur ce que vous avez dit, qui n'est pas dans la loi, mais vous avez parlé de l'assurance récolte. Une bonne chose, et vous avez dit qu'il faudra aller plus loin. Qu'est-ce que vous entendez par aller plus loin? Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole à monsieur Francis Dubois pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et les vice-présidents de la FNSEA, j'aimerais revenir sur la compétitivité de notre agriculture française. Un gros mot pour certains. Pourtant, il est impératif de retrouver cette compétitivité qui est la seule à pouvoir assurer la souveraineté alimentaire
un avenir et un revenu décent à nos agriculteurs. La France fait partie des pays qui ont perdu le plus de parts de marché agricole dans le monde. Notre pays est passé de 8% de parts de marché à 4,5% en 20 ans, nous reléguant de la 2e à la 6e place. Pas étonnant, sur transposition normative et réglementaire à la française, qui sont les véritables carcans de notre agriculture, pourtant moderne, productive, qualitative et durable. Accords de libre-échange comme les traités du CETA ou du Mercosur, dopant des importations qui ont quasiment doublé depuis les années 2000, imposant une concurrence déloyale. De plus, la réduction drastique du cheptel bovin mène à une désertification de certains de nos territoires ruraux, notamment en élevage, une situation que je connais bien en Corrèze. Alors, avec autant d'axes non traités par cette PLOA, pensez-vous que ce texte inversera la tendance et fera de nouveau de la France un champion olympique de l'agriculture ? Merci, monsieur le député. La parole à monsieur Patrice Perrault pour le groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents. Ma question est relativement simple et au travers de cette loi d'orientation qui nous permet de définir en réalité les grandes lignes de l'avenir de l'agriculture, une chose revient, et notamment sur les bassins d'élevage tels que la Nièvre, qui est ma circonscription, et le Cœur, c'est aussi les conditions de travail de nos agriculteurs qui aujourd'hui sont contraints d'être présents au quotidien. Est-ce qu'il y a des évolutions, notamment de structuration juridique, qui peuvent être envisagées et qui pourraient répondre à ces enjeux-là, notamment un meilleur partage des tâches, des interventions chez les uns chez les autres, qui permettrait peut-être de retrouver un confort de vie dans une société aujourd'hui qui travaille 35 heures. Voilà, je vous remercie. C'est court, c'est simple, précis. Merci, monsieur le député. La parole à madame Anne-Laure Babot, droit de suite pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la partie formation. C'est 7 articles, je crois, sur 20, un tiers, donc c'est important qu'on en parle. Je porte une idée qui ne fait pas forcément l'unanimité au sein des lycées agricoles, mais en tout cas qui me semble essentielle, c'est le rapprochement de la formation entre le lycée général et le lycée agricole. Aujourd'hui, on a un problème de maillage de la formation, typiquement sur mon territoire. Voilà, La Rochelle draine un grand nombre d'étudiants, mais ces jeunes-là, on ne les capte pas parce que le lycée agricole, il a 45 minutes. À 15 ans, on n'est pas forcément prêt à aller en internat. Et par ailleurs, il faut déjà avoir entendu parler de la formation. Un jeune qui sort de 3e, il n'a pas forcément le déclic pour entrer dans une formation agricole, ce qui pose la question du bac STAV. Aujourd'hui, donc, il est en lycée agricole, alors que tous les bacs techno sont en lycée général. Donc, sans remettre en question l'attachement de ce bac techno au lycée agricole, l'idée serait peut-être d'avoir une option en seconde qui permette d'initier le passage en première au lycée agricole. Je veux avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Merci, madame la députée. Pour un droit de suite, toujours, monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Je voudrais aborder un autre point. Nous avons voté, pour ceux qui sont députés depuis un certain temps, des lois successives qui concernent les retraites agricoles. On a voté une loi pour atteindre 85% du SMIC pour une carrière complète de chef d'exploitation. Et on en a voté une autre sur le calcul de la retraite sur la moyenne des 25 meilleures années. Tout ça, c'est très bien. C'est un léger progrès, mais c'est plus de l'ordre du symbole. Ça ne va pas augmenter les retraites qui sont déjà très minimes de la part de nos agriculteurs, chez nos agriculteurs. La question, puisqu'il n'y a plus de cotisants, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser, comme on s'est posé pour les artisans et les indépendants, sur l'adossement de la MSA au régime général? Sécurité sociale des agriculteurs, comme on a fait la sécurité sociale des indépendants. Parce qu'on est dans une loi d'orientation. J'aimerais vraiment que les responsables agricoles, en termes d'orientation, indemnité journalière, couverture maladie et retraite de nos agriculteurs, qu'est-ce qu'on leur propose ? Merci, monsieur le député. Et pour terminer cette série, monsieur Dominique Potier, aussi pour un droit de suite. Merci, monsieur le président. Juste 2 questions qu'on n'a pas pu traiter tout à l'heure, ni dans l'audition du groupe avec Luc cette semaine. C'est la question de la DICA. Elle était déjà dans la loi, elle est remise à 5 ans. Pourquoi pas? C'est ambitieux, 5 ans. Est-ce que c'est réaliste? Moi, petite interrogation. Par contre, on avait déposé plusieurs amendements au groupe socialiste pour qu'elle soit sanctionnée. Or, dans le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui, il n'y a plus de sanctions à l'absence de DICA. Or, sans DICA, il n'y a pas de transparence du marché de la transmission. Ce qui est la moindre des choses dans un marché ouvert, c'est qu'il y ait une transparence de ce marché. Donc, est-ce que vous avez une position sur ce point? Parce que c'est l'anomalie du texte qu'il convient de corriger de votre point de vue. Deuxième question plus profonde, c'est celle de l'article 1 sur la souveraineté.
on a été très étonné de voir que les questions alimentaires et énergétiques soient mises sur la même horizontalité, sans hiérarchie. Est-ce que c'est pas quelque chose, personne n'est contre le fait qu'on fasse et de l'alimentation et de l'énergie. Les mettre au même niveau dans un article fondateur de ce qui pourrait devenir quelque chose d'intérêt national, général, je ne sais plus comment on dit exactement, etc. Intérêt général majeur, pardon, merci Luc. Ça nous paraît pour le moins dangereux. Les arbitrages vont être... Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie à rétablir? Merci. Merci. Pas d'autres questions. On en termine donc là. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, messieurs les vice-présidents, nous vous laissons répondre à l'ensemble de ces questions, revenir sur les sujets que vous n'avez pas eu le temps d'aborder après les interrogations des orateurs des groupes, et puis de conclure cette audition. Vous le voyez, nous sommes dans les temps, et donc vous avez une quinzaine de minutes. Merci Monsieur le Président. Alors ce que je vous propose en termes d'organisation, c'est qu'on va répondre sur les sujets d'articles de la loi, et puis je garderai la vision plus générale pour répondre à la question de Monsieur le député Lavergne, avec quelques commentaires annexes. Donc peut-être sur la question de Madame la députée Lepay, on commence. Il y avait un sujet enseignement. Vas-y. Oui. Donc, par rapport donc à l'article 3 et plus particulièrement à la 6e mission. Moi, si je prends le travail que je fais en commission paritaire nationale emploi, on a des études aujourd'hui qui ont été faites sur l'évolution et le changement climatique et l'évolution donc des métiers de l'agriculture de demain liés à cette évolution climatique. Donc, avoir cette notion dans les écoles agricoles, c'est une notion qui nous paraît nécessaire pour pouvoir développer aussi les mutations, les évolutions climatiques, qui peuvent être positives dans certains territoires et négatives dans d'autres territoires d'ailleurs. Et c'est là où on peut avoir une dimension un peu plus agronomique aussi des sols, l'économie que l'on aura sur certains territoires. On voit des mutations. Moi, je fais partie du pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, les évolutions qu'il y a dans le pourtour méditerranéen, si on n'anticipe pas ces problématiques-là, dès la formation initiale, voire la formation continue en agriculture, on aura un vrai sujet. Donc pour nous, c'est plutôt une très bonne chose. Sur la question de l'article 4, et plus particulièrement sur le maillage, moi, sur ce sujet-là, le maillage territorial se fait en région. On travaille pour les ouvertures de classes, comment on organise les choses au niveau régional, et on ne regarde pas si c'est privé, public, etc. On essaye d'avoir une intelligence, j'ai envie de dire, d'éviter qu'on n'ouvre pas une classe à un endroit parce qu'il manque des élèves, et qu'à un autre endroit, on n'ouvre pas non plus cette classe parce qu'il y a manque des élèves. Donc on essaye de concerter tout cela. Néanmoins, aujourd'hui, nous ne sommes pas membres du bureau du CREFOP. Les CREFOP, c'est l'instance où aujourd'hui on oriente la formation professionnelle, et la FNSEA en tant qu'organisation multiprofessionnelle fait partie du CREFOP mais ne fait pas partie du bureau, et c'est quand même en bureau des CREFOP que les choses se définissent. Donc nous demandons d'être reconnus en tant qu'organisation multiprofessionnelle et présents dans les CREFOP. C'est quand même une instance importante. Je voudrais revenir sur la France Service Agriculture plus particulièrement, mais en fait, la question aujourd'hui, est-ce que ça va être bien perçu ou mal perçu? En fait, on a besoin d'instances qui permettent de coordonner à la fois les départs et à la fois les arrivées, et ceux qui sont candidats. Donc, France Service Agriculture aura au moins cette mission-là. Par contre, il faut qu'on soit prudent de ne pas aller sur le dossier trop emploi, où là, il y a d'autres organismes qui existent, qui sont organisés, et donc, du coup, être en capacité de coordonner l'action qui peut être faite sur l'emploi, qui, je le rappelle, dans l'emploi, peut faire des futurs agriculteurs quand même, parce que le salarié peut devenir agriculteur, et vice-versa quelquefois d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a une vraie coordination à pouvoir mettre en avant. Sur la question de priorité, dans le cadre des commissions départementales, il y a une question. Aujourd'hui, la priorité, elle est à l'installation, dans tous les départements. Dans les SAFER, la priorité, elle est à l'installation. Après, quelques cas de figure de remembrement et de réorganisation structurelle du territoire fait qu'il y a des priorités qui passent aussi. Voilà. Et il y a des priorités aussi, je le dis, mais pour l'agriculture biologique aujourd'hui, ça veut dire que les terres en agriculture biologique sont prioritaires pour quelqu'un qui veut reprendre en agriculture biologique, malgré le contexte économique quand même de l'agriculture biologique. Donc des orientations dans les départements, il en existe, il y en a qui sont déjà bien engagées. Et je finirai sur la question de l'option, et Madame la députée, sur l'option en seconde. Nous, tout ce qui pourra demain faire en sorte que de l'enseignement général, on puisse donner la possibilité d'imaginer qu'on puisse aller vers la formation agricole et derrière vers les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire,
pour nous, on a envie d'expérimenter et de le mettre en œuvre. Par contre, on ne déplacera pas les centres de formation agricole qui sont quelquefois dans des territoires ruraux, liés aussi souvent parce qu'ils sont sur des appuis d'exploitation d'entreprises, enfin, ou en tout cas de fermes expérimentales. Et donc, du coup, on a besoin aussi qu'on ne fasse pas que du conseil et de l'accompagnement en formation, mais aussi de la technicité, parce qu'on sait que les métiers de l'agriculture, c'est de la technicité aussi. Alors, déjà pour répondre à M. Lecamp sur le titre 3 d'installation-transmission, donc oui, il y avait besoin de renforcer énormément la partie transmission, je pense que, et d'anticiper, et ça fait le lien avec la question avec la DICA. La DICA, elle est aujourd'hui, elle est obligatoire normalement, elle est dans le code rural, mais elle n'était pas mise en place parce que n'importe comment l'agriculteur, ça n'amenait rien. Et donc aujourd'hui, l'intérêt déjà de l'anticiper, même 5 à 6 ans, c'est-à-dire de commencer à préparer sa transmission, donc c'est l'élément. Et s'il y a plutôt la carotte que le bâton, si vous amenez des vrais éléments sur la fiscalité, des éléments qui vont faire que l'intérêt de céder à un jeune va lui permettre de transférer notamment l'épargne de précaution qu'il aura mis de côté, de mettre en place l'exonération des plus-values, c'est l'article 151, 7 des éléments comme ça, je peux vous dire que c'est quand même des éléments qui feront que derrière l'intérêt à un jeune. On porte aussi l'élément passage de relais pour justement les agriculteurs fatigués en fin de carrière, pour qu'à moins de 5 ans de la retraite, ces gens-là, comme ça l'a existé il y a une trentaine d'années, puisque j'en fais partie, de pouvoir transmettre à des gens usés, fatigués, pour justement donner du sens, pour éviter que justement, comme le disait Arnaud, ces gens-là arrivent à des actes ultimes. Donc c'est des éléments importants. Et nous, on porte aussi des éléments de parrainage, pour aussi accompagner, notamment les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, et ça c'est important. Vous parliez du droit à l'essai, nous on y est très favorable, on le porte, et il est important de donner un cadre national, et pour que demain, ces gens-là, 6 jeunes sur 10 vont s'installer dans le cadre sociétaire. Mais c'est pas simple, c'est parce que c'est de l'humain derrière. Est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble toute une carrière? Et c'est parce que les jeunes aujourd'hui sont plutôt des gens se dire on va travailler seul. Mais non, c'est important de porter ces éléments-là. Après, on a besoin de trouver des garanties, bien sûr. Les jeunes qui n'ont pas toujours les parents pour se porter caution, comment on trouve des PGE via la BPI, via la CIAJ, des capacités de garantie, mais aussi de garantie de fermage. J'en parlais tout à l'heure. Après, sur d'autres éléments, sur le titre 4, il y a besoin aussi, quand on parlait de simplifier, libérer, sécuriser le porteur de projet, c'est sur l'eau également. Donc on est sur les moyens de production. Comment on fait pour que on tétanise pas l'envie d'entreprendre? Quand Arnaud disait accompagner les femmes et les hommes qui veulent entreprendre, mais aujourd'hui c'est compliqué. Quand on parlait de la Bretagne, quand je vois qu'aujourd'hui on totalise moins d'une dizaine de dossiers d'implantation de bâtiments ces dernières années, qu'on soit dans le Morbihan, qu'on soit dans le Finistère ou dans les Côtes-d'Armor, et j'y étais encore cette semaine, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas derrière amener justement vivable, c'est aussi d'avoir des bâtiments qui soient adaptés, mais qui soient aussi en termes de transition énergétique, en termes d'énergie, en termes de... C'est tous ces éléments-là qu'il faut porter sur ces éléments-là. Et puis, simplement sur les retraites agricoles, je peux vous dire qu'on l'a porté, Julien dit parté, mais on l'a porté bien sûr les 25 meilleures années, mais au-delà de ça, sur cette réforme des 25 meilleures années, c'est ce qui a fait d'ailleurs que des fois, certains conseillers ont peut-être été un peu loin, c'est qu'ils ont voulu grenouiller dans tout ça, c'est qu'on a porté en même temps cette volonté que demain, on calcule nos retraites sur les revenus de la même façon que les salariés. C'est-à-dire qu'il y ait des passerelles. Et ça, c'est courageux de notre part, je peux vous dire. Parce que derrière, ça voudra dire aussi, mais c'est donner de la transparence et puis de la facilité pour qu'on comprenne notre système, pour que ça donne envie, encore une fois, de l'attractivité, d'avoir une vraie cotisation retraite, pour qu'à l'arrivée, on ne puisse pas dire, bah oui, on n'a pas de retraite, mais si à un moment donné, on n'a pas cotisé. Mais vous savez que l'initial aussi, c'est d'avoir du revenu. Si on a du revenu, on aura moins ce problème-là, parce que derrière, forcément, on aura une retraite et il faudra qu'on travaille ensemble à une retraite complémentaire, digne de ce nom, pas une RCO sur lequel on aura distribué 90%. 90%, c'est des points gratuits. Forcément, ça fait plus, parce que chez les salariés, ce qui fait quand même le niveau des retraites, c'est aussi les retraites complémentaires, et c'est ça qui est important. Donc, c'est un adossement, mais je peux vous dire qu'on est très attaché à la MSA, parce qu'elle fait surtout pas que d'appeler des cotisations sociales. Elle fait aussi ce qu'on appelle la prestation sociale du premier kilomètre, partout sur les territoires, sur les prêts
tout ce qui a été aussi l'accompagnement de crise, la MSA est là. Sur le dossier mal-être, les sentinelles, c'est aussi la MSA. Donc, on y est, et le guichet unique. Il nous est envié aujourd'hui des artisans commerçants, donc c'est plutôt une force. Et c'est plutôt aussi en termes d'efficacité de service à un coût que même la Sécu ne sait pas faire. Donc, je peux dire qu'on y est plutôt très attaché, mais sur lequel on est aussi très exigeant, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la MSA pour la MSA, mais vraiment d'avoir une protection sociale au niveau de ce que méritent les agricultrices et les agriculteurs. Un mot sur la MSA. On n'a pas répondu à la question de M. Benoît. Excuse-moi, je n'ai pas suivi. Potier, j'essaie de reprendre. Bon. Non, mais j'essaie de lister au fur et à mesure. Avant de répondre sur la vision, je vais reprendre deux, trois sujets. D'abord, celui de la PAC, monsieur le député Benoît, que vous avez abordé tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu. Le sujet des actifs versus les hectares, qui est un sujet récurrent dans ce type de... J'ai tout. La PAC est une politique agricole commune et donc elle se décide au niveau européen. Et sur le sujet des actifs, j'attire votre attention sur le fait que si on mettait, c'était la discussion que nous avons eue la dernière fois, les actifs en première ligne, la France verrait une partie importante du budget lui échapper parce que d'autres pays ont des niveaux d'actifs bien supérieurs à ce que nous avons. Je pense notamment à la Bulgarie, à la Roumanie et à d'autres pays. En revanche, la question pertinente, c'est est-ce que c'est seulement les hectares et comment on peut le faire. Ensuite, sur l'élevage, il y a un sujet élevage, évidemment, d'attractivité, de revenus. Il y a aussi un sujet d'organisation. Donc tout ça est à regarder. Et quand on dit l'élevage, il faut qu'on soit un peu précis parce que le lait n'a pas exactement les mêmes problématiques que l'élevage allaitant. Et dans l'allaitant, si on est à l'engraissement ou si on exporte du broutard, c'est pas non plus exactement le même segment de marché. Donc je crois qu'il faut regarder ça. Voilà. En revanche, et ça répond en partie à une question de monsieur le député Potier, dans la vision, c'est d'abord produire pour nourrir. Ensuite, c'est évidemment les aménités positives. Donc il y a tout ce qui est production énergétique demain, photovoltaïque, agrivoltaïsme, puisqu'un décret vient de sortir hier, c'est méthanisation, c'est demain biomasse, dont je dis ici que la planification écologique n'a pas encore bouclé la boucle de la biomasse, si je puis dire, et que notamment le sujet des haies demain peut être un pourvoyeur intéressant, je fais le lien avec la loi, puisqu'il y a le sujet de la haie dedans, de création de filières économiques, et enfin j'ajoute les paiements pour services environnementaux, qui nous paraissent aussi demain pouvoir être un vecteur, pour peu qu'on trouve les financeurs, parce que beaucoup de gens en parlent, mais quand on passe aux travaux pratiques, évidemment, le sujet n'est pas aussi au rendez-vous que ce qu'on pourrait le souhaiter. Sur la question de l'assurance récolte qui a été posée par monsieur le député Lecamp, alors ce n'est pas dans le texte, mais j'en fais un mot très court. Aujourd'hui, le sujet majeur, et ça me fera la transition avec le sujet de la vision, le sujet majeur, c'est la question de l'impact du changement climatique sur la capacité de production et le fait que, avec les 680 millions d'euros qui sont aujourd'hui sur la table d'argent public, le moindre accrochage un peu massif et systémique que connaîtra l'agriculture française ne réglera pas la boucle ou ne réglera pas le compte avec cette enveloppe. On est déjà en ce moment ric et rac, une année comme cette année, on a eu quelques à-coups mais rien de systémique. Donc on voit bien que c'est un sujet prégnant. Et l'enjeu pour nous, c'est d'attirer les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur le calcul de ce qu'on appelle la moyenne olympique, sur la capacité d'accès, sur les sujets de pousse de l'herbe quand on fait référence à l'élevage, même si le gouvernement a fait quelques annonces dans ce sens. Il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. Un certain nombre de collègues font le choix de pas s'assurer. Je suis particulièrement inquiet sur les gros événements systémiques, encore une fois, qui toucheraient l'intégralité de la France et qui auraient des conséquences extrêmement douloureuses pour les exploitations, d'où notre volonté de continuer à travailler sur ce sujet pour améliorer le dispositif. Pour répondre à monsieur le député Dubois, oui, nous portons l'ambition à la FNSEA que la France redevienne un champion olympique de l'agriculture. Je l'ai dit, nous avons toutes les qualités pour réussir, ce qui n'est pas si courant. Beaucoup de pays pourraient s'en donner les moyens et n'y arriveraient pas. Nous avons, ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'atouts dans la manche, pour peu qu'on partage cette vision politique. Et on a besoin, encore une fois, d'arrêter de perdre des places, non pas tant parce que finalement ce serait une production à outrance, mais parce que face aux enjeux démographiques de notre périmètre, je pense notamment au continent africain, et à la question migratoire autour de l'alimentation, qui est un sujet qui doit concerner les Européens et singulièrement l'agriculture française. Face au renouvellement des générations, important, nous l'avons dit, mécanique, si je puis dire,
face à la question du revenu, ou en tous les cas de l'attractivité du métier. 35 heures pour l'ensemble des Français, ça n'existe pas en agriculture. Comment on fait pour continuer à être attractif? Comment on fait face aux sujets dont on a assez peu parlé, mais qui sont absolument centrales, et j'en viens à la vision? Comment on fait demain pour rester avec une capacité productive? Je fais le pendant avec le sujet énergétique. La France avait abandonné, ou en tous les cas mis de côté, le sujet de la production d'énergie. Elle s'est retrouvée dans un contexte que personne n'avait anticipé, avec un défaut de souveraineté important qui a conduit, y compris à dire que peut-être il n'y aurait pas de gaz pour tout le monde un certain hiver il y a 2 ans. Est-ce qu'on prend le risque, alors que nous appartenons tous à des générations qui avons toujours eu le ventre plein, de jouer la carte, de déléguer notre alimentation à d'autres? Il nous semble que c'est suicidaire et que garder une capacité de production agricole dans ce pays, avec sa diversité, avec ce que ça marque de l'identité de ce pays, de la production, de la fierté des agricultrices et des agriculteurs qui font ce pays, ce métier, nous paraît essentiel. Et donc, pour en revenir à ce qu'est la vision, nous allons avoir de grands changements dans les 30 ans qui viennent. Le changement du climat, il est déjà là. Si vous aviez des collègues des Pyrénées-Orientales, ils vous indiqueraient que quand on a 200 mm de pluie en quasi 2 ans, c'est évidemment la totalité du modèle de production qui est remise en cause. On sait qu'à certains endroits, on aura des sujets autour du stockage de l'eau. On en a assez peu parlé, c'est central dans la production agricole, où que se trouve. Pas pour privatiser l'eau, simplement pour pouvoir mieux la répartir au moment où elle est en abondance. Et ce qui s'est passé les 3 derniers mois dans la plupart des territoires montre que de l'eau, on n'en manque pas si on est capable d'avoir l'intelligence collective de la stocker. Pas seulement pour l'agriculture, pour l'ensemble des secteurs d'activité économique. J'ai bien conscience que l'agriculture n'est pas non plus le seul secteur qui se pose ce type de questions. Ensuite, on aura besoin de travailler sur notre capacité donc à attirer des générations, à produire, sur notre capacité à être efficient sur les marchés. C'est toute la question de comment on ne crée pas de déflation, ou qu'on ne crée pas de décroissance. C'est tout le sujet évidemment pour l'élevage des lois Egalim, dont on a assez peu parlé, dont on nous dit qu'elle sera dans une PPL, mais dont on veut parler nous tout de suite dans le texte qui arrive, parce que c'est évidemment important. Je laisse de côté le sujet des prix planchers. Pour nous, ce qui est important, c'est de construire le prix en marche avant. C'est de faire en sorte que la négociation entre les organisations de producteurs et l'industriel se fasse avant la négociation entre les industriels et la grande distribution, pour que chacun puisse retraiter, soustraire ses coûts de production et conserver une marge. C'est à cette condition qu'on conservera de l'élevage et qu'on pourra le projeter. Ensuite, une fois qu'on aura traité le sujet du revenu, je veux dire un mot, parce que Egalim concerne surtout l'élevage, beaucoup d'autres productions sont au marché international. Je pense à la viticulture, je pense aux céréaliers, aux produits laitiers. C'est le sujet de la réciprocité des normes. On a beaucoup parlé de la France, je veux quand même dire un mot de l'Europe, parce que quand on parle d'agriculture et politique publique, c'est compliqué de ne pas aborder l'Europe. Nous sommes, pour ce qui nous concerne, absolument soucieux de voir remis en cause le caractère décroissant du Green Deal tel qu'il a été présenté et qui a mis tous les pays agricoles d'Europe à feu et à sang. Le sujet n'est pas d'écarter la question de la transition écologique. Le sujet n'est pas d'écarter les réalités environnementales. Les agriculteurs et les agricultrices de ce pays sont les premiers conscients de ce qui se passe chez eux au quotidien. En revanche, on ne peut pas avoir une vision décroissante qui consiste à dire qu'en Europe, on va décarboner, on va laisser la Chine, les États-Unis ou l'Inde produire, et que nous, on va s'acheter une bonne conscience en important des produits qui ne correspondent pas à nos standards de production. Je le dis parce que la FNSEA n'est pas hostile aux échanges. Je veux être très clair. Mais elle est très soucieuse de la réciprocité de la manière dont se passent ces échanges. Je le dis parce qu'on parle du Mercosur beaucoup. Il n'y a pas d'accord du Mercosur signé. Nous n'y sommes pas favorables, mais ils rendent déjà de cette région du monde près de 300 000 tonnes de viande bovine en Europe. Donc on n'a pas d'accord de libre-échange et pour autant le problème est là. Donc est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand on se fixe des standards de production en Europe, eh bien on exige de nos contreparties une forme de réciprocité. Et ça, à Bruxelles, ça nécessite une forme de cohérence qu'on ne retrouve pas. Donc la vision, c'est comment on accepte demain d'accompagner les grands changements qui vont arriver. La question du risque, qui est une question centrale en agriculture, parce que les agriculteurs, au fond d'eux, comprennent fondamentalement qu'une année ne ressemble pas à l'autre. Et quand vous interrogez les anciens, ils ont tous le souvenir de l'année sèche ou de l'année humide. Mais en revanche, comment on fait pour que ce risque soit contrôlé et encadré? Et donc je le dis parce que la vision de la FNSEA n'est pas, comme je le lis parfois, une vision totalement libérale. Nous sommes pour de la régulation et de la réciprocité. En revanche, entre le tout libéral et le tout encadré, il nous semble qu'il y a de la place pour le goût d'entreprendre en agriculture, qui est ce que nous portons dans toutes les productions et dans tous les territoires. Et pour finir, cette loi, pour nous, elle est l'aboutissement
de ce que les agriculteurs, encore une fois, syndiqués ou pas, de tous les territoires, de tous les âges, ont porté depuis quelques mois. L'idée que l'accumulation, la sédimentation depuis des années n'est plus tenable et qu'il faut orienter l'agriculture pour redonner de la vision sur ce qu'on attend des gens qui font ce métier au quotidien et qui sont fiers de nourrir la nation, qui sont fiers d'apporter des solutions autour du climat, autour des transitions, autour des solutions de décarbonation. Nous avons la conviction que la question agricole, qui était un peu lointaine dans les sujets, est en train de revenir au cœur des enjeux. D'abord aussi parce que sur le cadre géostratégique et géopolitique, personne n'avait vu la guerre arriver, personne n'avait vu le Covid arriver, qu'on voit que ce qui se passe au Proche-Orient déstabilise aussi le continent, qu'on ne sait pas ce qui se passera aux États-Unis aux élections du mois de novembre, que demain peut-être la Chine peut avoir sur Taïwan quelques velléités grégaires, enfin autant d'éléments que personne ne contrôle aujourd'hui et qui remettront la question de l'alimentation au cœur des débats. Et il serait pour nous, encore une fois, suicidaire que la France abandonne sur le plan. Donc cette loi, nous en avons besoin, elle est imparfaite, nous l'avons dit. Donc, pour nous, on a besoin de mettre l'ensemble des paquets sur la table pour avoir une discussion globale et pas simplement en silo, parce que ça ne suffira pas. Ensuite, je veux le dire, le niveau d'attente du monde agricole est tel que s'il y avait un trou dans la raquette ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas gérées, je ne doute pas un seul instant qu'elles reviendraient sous une forme ou sous une autre dans le débat public, y compris dans la rue, de la part des agriculteurs. Je veux le dire absolument de manière très transparente devant les représentants de la nation que vous êtes. Nous avons été pour notre part très respectueux du cadre républicain, avec un niveau d'exigence et de responsabilité maximum, mais le niveau d'attente est très fort, je me dois de vous le dire. Et donc, que ceux qui pensent qu'on pourra éluder tel ou tel sujet, que les agriculteurs attendent en réponse, serait, de mon point de vue, je veux vous le dire aussi, une erreur. Et donc, traitons le sujet maintenant pour redonner de l'ambition, pour redonner de la vision, pour faire en sorte que le cadre européen auquel nous tenons, non pas celui qui a été développé par la Commission et qui a mis, encore une fois, l'Europe agricole à feu à sang, mais bien un cadre dans lequel on a une vision commune de la production, de la souveraineté, pas pour le repli sur soi ou pas pour l'autarcie, pour une vision du périmètre qui nous entoure, nous paraît essentiel. C'est ce à quoi va s'attacher la FNSEA dans les prochaines semaines avec les jeunes agriculteurs que vous auditez dans un instant, Monsieur le Président. Et puis ensuite, nous ferons le constat d'être au rendez-vous ou pas, mais je le redis, les agriculteurs ont envie. Ils ont envie de faire, ils aiment ce métier. Simplement, il faut leur donner les conditions pour le faire. Ces conditions, c'est redonner de la dignité et du sens au métier, c'est redonner un juste revenu et c'est faciliter le quotidien des agriculteurs et des agricultrices de ce pays qui n'en peuvent plus de la surcharge administrative et qui ont juste envie de faire leur métier dignement. C'est ça qui nous paraît important. Voilà. On n'en a pas parlé du tout, mais je veux quand même dire un mot, puisque je serai en déplacement dans quelques jours. On n'a pas parlé des territoires ultramarins, mais je suppose que vous avez un certain nombre de vos collègues qui représentent ces territoires. Et évidemment, pour nous, on a besoin de traiter deux choses en complément de la loi, qui ne sont pas dans la loi, mais qui nous paraissent importantes, et on l'a dit. C'est le sujet de l'agriculture méditerranéenne, qui concerne, de notre point de vue, l'Occitanie, tout le sud de la Nouvelle-Aquitaine et un bout de PACA, parce qu'il y a des spécificités dues au climat qu'il faut adresser maintenant. Et il ne faut pas attendre dans 3 ou 4 ans qu'on ait des drames à répétition. Donc il faut anticiper, y compris sur le plan des infrastructures, sur le plan de la vision, en mettant tous les acteurs autour de la table, parce que ça nous paraît important de le faire maintenant, et que ce sujet est à traiter maintenant et il est attendu. Et le deuxième sujet, je le dis, c'est le caractère typique de l'agriculture ultramarine, qui attend des décisions. Je serai à La Réunion dans quelques dizaines de jours. Les suites de la tempête qu'ils ont vécue ne trouvent pas de solution au moment où on parle, et on ne peut pas oublier non plus l'agriculture ultramarine, ça nous paraît important. Merci, Monsieur le Président, de la parole qui nous a été donnée devant votre commission et à votre disposition pour continuer à travailler sur ces sujets. Merci, Monsieur le Président.